Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. L'Algérie peine à trouver ses marques à travers la visite surprise du chef de l'État à Lisbonne. Visite qui trouble la lecture politique sur le plan interne. Plus grave, sur le plan diplomatique, cette visite ne répond à aucun besoin stratégique dans la période actuelle. Le volume d'échanges entre nos deux pays s'élève à 450 millions de dollars, dont une bonne partie relève du secteur de l'habitat que le chef de l'État lui-même connaît parfaitement bien. Nous attendions M. Tebboune à Moscou, puis à Paris. Et voilà qu'il apparaît à Lisbonne, en visite d'État, où seul le protocole inhérent à ce genre de visite l'a rendu visible. Comment peut-on qualifier cette visite comme étant une visite d'État alors qu'aucun dossier n'a été préparé, ni sur le plan économique, ni sur le plan politique, ni sur le plan des investissements? À quoi répond cette visite sur le plan politique? Beaucoup de questions et d'interrogations qui rendent la situation incompréhensible. L'Algérie, par sa position géographique et son histoire, aurait pu jouer un rôle stabilisateur dans la région nord-africaine et plus largement dans l'espace du Sahel, au lieu d'assainir l'environnement immédiat avec tous nos voisins qui aurait permis à notre pays de jouer son rôle plein et entier en tant que pays porteur de paix. Le choix d'une autre stratégie, à savoir prendre part à la crise mondiale qui s'annonce entre les USA, l'Europe et l'OTAN, et la volonté de la Chine, de Moscou, avec ses alliés, de créer un front anti-occidental qui risque à terme de nous nuire en tant qu'État. L'actualité dans notre pays a été marquée par l'arrestation de Karim Tabou, figure emblématique de l'opposition et personnalité très appréciée par le Hirak. À quoi répond cette interpellation qui, encore une fois, viole les canons du droit au moment où le chef de l'État se trouve à l'étranger? Cette violation des droits de l'homme sur la personne de Karim Tabou renseigne encore une fois sur la nature du régime qui emploie les méthodes de barbouze à l'endroit du militant Karim Tabou, faisant fi de toutes les règles juridiques. Qui sont les hommes qui l'ont interpellé? De quel service de sécurité dépendent-ils? Qui a donné l'ordre de l'arrêter? Où l'ont-ils amené? Et surtout, pourquoi? Une chose est toutefois sûre, cette arrestation rentre dans le cadre de la volonté du pouvoir algérien de museler toutes les voix discordantes. Une situation qui traduit depuis quelques mois par une vague d'arrestations touchant des hommes politiques, de médias et de défenseurs de droits humains. Selon les ONG de défense des droits de l'homme, quelques 300 prisonniers d'opinion croupissent dans les prisons algériennes. Une répression qui risque malheureusement de s'accentuer durant les mois à venir alors que le régime se prépare à la présidentielle de l'année prochaine. Algérie, Karim Tabou arrêté et placé en garde à vue. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Hassan Hiresh, docteur en économie, militant politique. Il est avec nous depuis le studio de Paris. Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sinassar, merci pour cette invitation. Bonsoir à tous vos invités. J'ai vu que vous aviez docteur Nora Abkouch comme invité, je la salue. J'en profite, si vous permettez, Sénassar, de saluer mes amis de Montréal qui m'ont fait l'honneur de m'avoir invité à une conférence là-bas. Voilà, donc je salue tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Hassan Hiresh. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans nos émissions. Je salue aussi Dr Nora Abkouch, médecin militante politique, que vous avez vu avec nous depuis Paris via Skype. Docteur Nora Abkouch, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir.
Merci pour l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir Hassan. C'est toujours un plaisir et bonsoir à tous les Algériens, à la diaspora et aux Algériens à l'intérieur du pays. Merci beaucoup, docteur Noura Bkouch. J'aurai le plaisir aussi d'accueillir le professeur Mahmoud Sanadji, universitaire, observateur politique. Il sera avec nous depuis Strasbourg. Je pense qu'il n'est pas avec nous encore, on me dit. Professeur Mahmoud Sanadji est avec nous? Pas encore, pas encore. Donc, on aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Toufiq Bilala, avocat militant des droits de l'homme et avocat de Karim Tabou. Je vais commencer cette émission avec vous, Dr Noura Bkouch, honneur aux femmes. Qu'est-ce qu'on peut dire donc à cette arrestation de Karim Tabou? Bien sûr, on parle d'arrestation, mais il y a aussi des observateurs qui utilisent le terme enlèvement, si on peut dire. D'abord, bien sûr, on condamne cet enlèvement et effectivement, on condamne cette instrumentalisation des moyens de l'État, des moyens du peuple pour réprimer le peuple. Karim Tabou est un enfant du peuple. D'un autre côté, si on voit comme ça, rien de nouveau. Karim Tabou, c'est pas la première fois qu'il c'est pas sa première arrestation, son kidnapping. Il a été arrêté, séquestré, emprisonné, mis sous contrôle judiciaire. C'est pas la première fois. Néanmoins, on peut se poser la question du timing plutôt de son arrestation au moment où le présumé chef de l'État est en voyage à l'extérieur du pays. Là, c'est la question, le pourquoi. Effectivement, vous avez en début de votre émission dit qui a donné l'ordre pour ce kidnapping de Karim Tabou et pourquoi au moment où Tebboune est à l'extérieur. Absolument. C'est une question qu'on va poser aussi à Hassan Hiresh. Hassan Hiresh, comment vous trouvez donc cette arrestation ou cet enlèvement extrajudiciaire? Parce que Karim Tabou est connu, on aurait pu envoyer une convocation, mais il a été donc arrêté dans les rues d'Alger, à Del Ibrahim. On parle bien sûr d'enlèvement. Jusqu'à maintenant, même son avocat ne sait pas où Karim Tabou il est exactement. Hassan Hiresh. Écoutez, on observe en tout cas depuis un certain nombre de mois une escalade dans la répression. Il y a à la fois les militants des droits de l'homme, les militants politiques, les militants culturels et des journalistes. On a vu l'affaire Ersen El-Qadi qui est totalement disproportionnée par rapport à ce qu'on peut lui reprocher. Il y a eu évidemment aussi l'arrestation de M. Issa Derbrab, complètement incompréhensible, et puis la condamnation alourdie pour le général Alir Diri. Et donc aujourd'hui, effectivement, on assiste à une escalade encore plus grande, l'arrestation ou l'enlèvement de Karim Tabou. On sait très bien qu'il est effectivement une des figures les plus emblématiques du mouvement du Hirak. Donc, le pouvoir envoie des messages clairs. C'est au niveau donc, de la violence, au niveau tout simplement de museler la société, museler les acteurs principaux. Alors, on voit très bien que ces acteurs-là, quand on pense à Alir Diri, à Karim Tabou, peut-être pourquoi pas même à Issa Derbrab, c'est des personnalités qui auraient pu être présidentiables. Donc est-ce que ça s'inscrit justement dans ce cadre totalement flou et incompréhensible justement d'une campagne non avouée de l'élection présidentielle prochaine, ou ça s'inscrit tout simplement dans la configuration actuelle au niveau mondial? On sait très bien ce qui se passe en Russie. Il y a eu arrestation également de
des grands opposants. Il y a eu dissolution aussi de la Ligue des droits de l'homme à Moscou. Il y a eu aussi des scellés qui ont été posés à une des rares radios libres à Moscou. On a vu aussi qu'à Moscou, il y a eu un article semblable au 87 bis algérien. Donc tout ça a précédé les actions qui se sont passées à Alger. Donc est-ce que c'est pour montrer justement une espèce de, comment dire, d'alignement sur Moscou, tout en ayant par ailleurs une écoute attentive vers l'Occident, notamment les Américains qui menacent indirectement l'Algérie de couper court avec les accords, on va dire, privilégiés avec la Russie. Donc, on ne sait pas trop, est-ce que c'est pour des raisons internes, c'est pour des raisons externes? Et pourtant Hassan Hirosh, Karim Tabou, ne s'exprime que sur la politique de l'intérieur. Bien sûr, il a sa façon de voir les choses, et aussi souvent il parle de l'immiscement de l'armée qui s'est mise donc dans le champ politique algérien. Mais le timing, comme ça a été posé par Dr Nora Bekkouch, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au timing, sachant que Abdelmadjid Tebboune est en déplacement au Portugal, bien sûr qu'il va revenir aujourd'hui. Est-ce que ce timing a une lecture aussi? Il y a des voix qui se sont enlevées ces derniers temps qui parlent de lutte clanique. Il y a qu'une partie de l'armée aussi qui ne veut pas que Abdelmadjid Tebboune brigue un deuxième mandat. Oui, je crois qu'au sein du pouvoir, qu'il soit civil ou militaire, il n'y a pas une feuille de route cohérente, il n'y a pas une cohésion des équipes au sein du pouvoir. Il y a toujours eu une lutte entre les différents groupes, qu'ils soient justement proches des puissances qui comptent au niveau international, ou qu'ils soient proches des milieux économiques à l'intérieur du pays. Moi, je n'exclus pas évidemment que ce soit une raison qui touche à la fois l'intérieur et l'extérieur, parce que tout le monde sait aujourd'hui en Algérie que ce qu'on appelle les clans, qu'on peut appeler différemment, peut-être que le mot clan n'est pas approprié, mais en tout cas, il y a des lobbies pro-turcs, il y a des lobbies pro-saoudiens, pro-émiratis, pro-russes, pro-américains, pro-européens, etc. Et donc, aujourd'hui, l'Algérie est un pays quand même qui compte. Je veux dire, c'est un pays charnière entre à la fois l'Europe et l'Afrique, entre le Moyen-Orient et puis l'Afrique du Nord, et entre les pays de l'Est à travers la Chine, la Russie, etc. Donc l'Algérie a eu une position un peu instable par rapport à tout ça. Or, aujourd'hui, il y a une décantation au niveau international. Il y a des positionnements qui sont de plus en plus clairs, où on doit choisir son camp. Donc aujourd'hui, effectivement, ces différents groupes, ces différents lobbies agissent de façon contradictoire. C'est pour ça que nous n'avons pas une lecture, on va dire, claire de ce qui se passe et des décisions qui sont prises. On constate effectivement que l'arrestation de Karim Tabou, qui est une arrestation quand même significative étant donné l'importance de cette personnalité au niveau national, eh ben, on constate effectivement que ça se passe en l'absence du chef de l'État, mais ça montre aussi que quelque part il y a une dichotomie entre la présidence et puis les différents autres services au niveau de l'armée, au niveau de la sécurité, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, etc. Tout ça, évidemment, c'est une espèce de configuration politique qui n'est pas claire pour le public, mais
à l'intérieur du système, évidemment, ils savent qui est qui fait quoi, et donc il y a une lutte d'influence, il y a des rapports de force, c'est l'expression des rapports de force en présence. Restez avec nous, Hassan Hirish. On a été rejoint bien sûr par professeur Mahmoud Sanadji, qui est universitaire, mais aussi observateur politique. C'est Mahmoud Marhababik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Arjodé et bonsoir à l'ensemble de tes invités et à l'ensemble des téléspectateurs. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Monsieur Sanadji, comment peut-on lire, quelle lecture peut-on faire de l'arrestation ou de l'enlèvement de Karim Tabou? Jusqu'à maintenant, bien sûr, on n'a pas de nouvelles. D'après donc le poste de son avocat Toufik Belala, comment peut-on lire cette situation? On a posé la question du timing. Abdelmajid Tebboune qui se trouve au Portugal. Pourquoi on a arrêté Karim Tabou? En écoutant M. Hirish, j'ai envie uniquement d'ajouter que en Algérie, tous les lobbies existent, sauf le lobby algérien. C'est ça ce qu'il faut comprendre concernant ce pouvoir. Tous les lobbies existent. C'est-à-dire que l'ensemble des clans qui existent sont liés à d'autres pouvoirs. Donc, tous les lobbies existent, sauf le lobby algérien. Pourquoi? Parce que ce système, tel qu'il a été défini, même en septembre 2019, par Mahmoud Hamou, c'est un système antinational. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et dans l'absence d'un commandement central, il n'y a en Algérie que des clans qui s'entretuent maintenant parce qu'ils sont arrivés au crime. Avant, il y avait un commandement central qui pouvait régler les différents problèmes entre les clans. Maintenant, dans l'absence d'un commandement central, en Algérie, il n'y a pas d'État. Il n'y a que des pouvoirs. Il n'y a même pas un pouvoir central. Lorsqu'il y avait un pouvoir central, il pouvait, en quelque sorte, créer une forme d'entente entre l'ensemble des clans. Mais maintenant, dans l'absence d'un pouvoir central, il n'y a que des pouvoirs qui s'entre-déchirent. Mais l'ensemble de ces pouvoirs, quelle que soit la différence, quelles que soient les luttes, maintenant, surtout à partir de 2019, ils sont arrivés au crime, en assassinant Gaye Salah et l'ensemble réellement qui tournait autour de lui. Donc, il est arrivé au crime. Maintenant, ce pouvoir qui est arrivé au crime, ce n'est pas nouveau dans sa philosophie, ni dans sa pratique, ni dans sa politique. Le seul langage que ce pouvoir a utilisé depuis 1962, c'est le langage de la force, le langage du crime, le langage de l'emprisonnement. Ça, c'est en parlant réellement du système lui-même. Il faut qu'on sache qu'on est face à un système antinational. Le seul but qu'il a, c'est toujours sauvegarder ses intérêts. Et quelles que soient les luttes intestines entre les clans, ils sont d'accord sur une seule chose. Le pouvoir ne doit pas aller vers le peuple. Il faut que le peuple soit constamment exclu. Et là, l'arrestation réellement de Karim Tabou, dans quel sens? Il faut qu'il essaye de museler, parce que les clans qui sont en train de s'entre-déchirer maintenant impliquent quoi? Impliquent une fragilité réelle du pouvoir, parce qu'il n'y a pas un pouvoir central. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut museler la société. Il ne faut pas que la société s'organise, il ne faut pas, face à l'entre-déchirement des clans, il ne faut pas qu'il y ait une force organisée. C'est ça la menace réelle pour le pouvoir, c'est l'existence d'une force sociale d'opposition organisée. Et Karim Tabou représente pour le moment cette figure qui peut, parce qu'il porte en lui-même d'un côté les souffrances du peuple et d'un côté son espoir. Il est l'élément et l'axe, pour moi, il reste une figure politique qui peut cristalliser l'ensemble des colères sociales, il peut les porter, et c'est pour cette raison que, en l'emprisonnant, il essaie de donner aussi un message à l'ensemble de l'opposition pour leur dire indirectement, eh bien regardez, cette figure politique qui défend le peuple, qui défend réellement l'intérêt du peuple, qui se sacrifie constamment pour le peuple, eh bien regardez cette finalité, il n'y a pas autour de lui ni une véritable opposition, ni un peuple qui se soulève. Donc voici la finalité de toute personne qui veut remettre en cause ce pouvoir-là et qui veut réellement se présenter comme étant l'image, bien la figure réellement représentative du changement radical. Donc c'est un double message. Mais le plus important qu'on sache, c'est l'absence d'une force organisée. Et c'est ça réellement le véritable problème pour l'opposition, pour les hiérarchistes, et le véritable problème face à ce pouvoir-là. Dans l'absence d'une force organisée, ce pouvoir continuera toujours à matraquer, à museler la société. Et le but réel, c'est
éliminer définitivement la naissance d'une force organisée. Et Tabo pouvait représenter cette force parce qu'il incarne jusqu'à présent la personnalité consensuelle qui peut et à travers laquelle l'ensemble de l'opposition peut se retrouver parce que c'est une figure politique qui a des convictions, c'est une figure politique qui a une histoire, c'est une figure politique qui représente une vision et un homme d'État qu'il porte en lui-même. Il est l'espoir et c'est pour cette raison qu'on veut le museler parce que à travers lui, c'est l'espoir qui est né à partir de 2019 qu'on veut étouffer. Très bien, restez avec nous, professeur Mahmoud Senadji. Docteur Noura Bkouch, est-ce qu'on peut parler que ce pouvoir veut museler donc l'espoir, mais aussi, comme ça a été expliqué par Mahmoud Senadji, qu'il y a une vraie fragilité au sein de ce pouvoir. Quand on voit comment il se comporte, on a vu la dernière fois, bien sûr, on en a discuté de cette résolution du Parlement européen, mais aussi la condamnation de Hassan Al-Qadi, de Ali Rdiri, de mise sous contrôle judiciaire de Issad Robrab, l'arrestation ou l'enlèvement de Karim Tabou. Qu'est-ce qu'il veut ce régime? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Est-ce qu'ils sont en train de se mener la guerre? Et là, bien sûr, l'avenir de notre pays est en danger. Noura Bkouch. Oui, de toute façon, je ne vais pas répéter ce qu'a dit que ce soit Hassan ou Mahmoud, que je salue également. C'est vrai que c'est dans ce cas-là, Karim Tabou, l'arrestation de toute façon de Karim Tabou, la condamnation de Rdiri, la condamnation de Hissène Al-Qadi, tout ça rentre dans le cadre que ce pouvoir veut museler d'ailleurs toute opposition, minime soit-elle. Peut-être là on parle de figures politiques importante, mais on voit aussi qu'il y a plus de 300 détenus d'opinion avec des chefs d'accusation des condamnations assez lourdes, des fois pour un simple post sur les réseaux sociaux. Donc ce pouvoir, effectivement, comme l'a dit Mahmoud, est en fragilité. Le Hirak l'a beaucoup fragilisé. Ce commandement central n'existe plus. Donc bon, on peut la guerre des clans. Elle est là parce que le pouvoir en Algérie a été toujours un équilibre entre plusieurs clans. Et donc, est-ce que vous pensez, Noura Bkouch, que cet équilibre, pardon, je vous ai coupé la parole, est-ce que vous pensez que cet équilibre il n'existe pas? Cet équilibre, effectivement, n'existe plus. D'une part, parce que le Hirak l'a beaucoup fragilisé. D'autre part aussi, ce qui s'est passé à Toufiq suite à l'affaire de Tigan Tourin. Ensuite, tout ce qui s'est passé entre les clans, le clan Gaïd Salah, voilà. Donc, tout ce qui s'est passé, au fait, depuis, même avant 2019, a beaucoup fragilisé ce système. Et donc, ce commandement central n'existe plus. Du coup, on assiste un petit peu à on voit que même si on essaye d'avoir une lecture, on voit qu'il y a beaucoup d'incohérences. Des fois, il y a des gens qui sont mahsoubines des clans et même là, si on revient à Karim Tabou, en dehors de ce qu'a dit Mahmoud, figure politique importante qui voilà l'espoir du peuple algérien. C'est le timing. Le timing, on voit que Tebboune, il a choisi le Portugal, on ne sait pas pourquoi. Enfin, vous l'avez dit également au début, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de... Voilà, peut-être on l'attendait en France, en Russie. Il est parti en Portugal, pourquoi pas. Mais on voit que là, c'est une préparation aussi... Là, il brigue un deuxième mandat. Moi, je peux même pas l'appeler franchement un deuxième mandat. C'est le énième mandat parce que, كما نقولوا الحاج موسى وموسى الحاج.
C'est depuis 62, c'est des mandats, c'est toujours le candidat du système. Il faut pas qu'on oublie, c'est toujours le système. Il est fragilisé, mais quel que soit que Tebboune brigue le prochain mandat ou que ce soit un autre, c'est toujours le système en place qui est toujours en place. Mais cette fragilité au fait du système, elle est comment vous dire, la situation, je pense, est vraiment, elle peut être très grave pour la stabilité du pays et le peuple algérien doit avoir conscience de cela. Très bien. Hassan Hirouche, la visite de Tebboune est en doute pour ce mois de juin en France, bien sûr, la visite en France. Est-ce que vous pensez que avec l'arrestation de Karim Tabou, les choses se compliquent aussi par rapport à cette visite, sachant qu'il y avait cette résolution du Parlement européen donc, qui a condamné l'Algérie par rapport à la situation des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez qu'on navigue à vue depuis 2019, les choses ne sont pas claires. L'Algérie est devenue un pays qui inquiète à l'international, Hassan Hirouche. Oui, tout à fait. Je pense que l'arrestation de Karim Tabou, qui est quand même une figure extrêmement importante dans l'échiquier politique algérien, est un écueil de plus pour la visite de M. Tebboune en Europe, donc en l'occurrence surtout en France. Mais ceci dit, ce n'est pas véritablement une barrière définitive, parce qu'on sait très bien que ce sont beaucoup plus les intérêts économiques, stratégiques, et puis plutôt des rapprochements géopolitiques, etc., qui sont le plus important. Malheureusement, il y a eu tout le temps des arrestations, il y a eu tout le temps de la répression, y compris des moments extrêmement tragiques en Algérie, et ça n'a jamais empêché les rapports entre les pays occidentaux et l'Algérie. Je ne parle pas évidemment des pays autoritaristes. Et pourtant, Macron a qualifié Hassan Hirouche, a qualifié donc le système algérien de politico-militaire, mais aussi il l'a qualifié comme quoi il a été fragilisé par le Hirak. Est-ce que vous pensez que le régime algérien est en train de tout faire pour montrer que c'est un système qui est politico-militaire et c'est un système qui a été fragilisé par le Hirak? Je pense qu'il montre plutôt ses muscles et il veut montrer qu'il peut avoir une relative stabilité politique par la force. Je crois qu'on a vu par exemple ce qui s'est passé en Égypte. Il y a eu une véritable déstabilisation, il y a eu une levée de bouclier contre le coup d'État de Sisi, mais évidemment, quelques mois après, une année après, le monde occidental a fini par s'y faire, et je pense que c'est un petit peu ça que veut démontrer aussi l'Algérie. En revanche, la visite... Vous avez parlé de cette question géopolitique que peut-être peut changer la donne, la position de l'Algérie vis-à-vis de ce conflit russo-ukrainien. Qu'est-ce que vous en pensez, Sihaz? Oui, je pense que c'est décisif, qu'une position qui serait marquée un tant soit peu du côté de Moscou peut valoir effectivement une levée de bouclier d'un certain nombre de pays européens, peut-être moins la France, mais je pense plus à l'Allemagne, à l'Angleterre, aux Pays-Bas, aux pays, on va dire, du Nord, et puis surtout les États-Unis. Quand justement vous posiez la question sur le voyage de M. Tebboune au Portugal, moi je pense que ça s'inscrit plutôt dans un rééquilibrage au niveau Afrique du Nord et puis espace ibérique. On a vu un rapprochement extrêmement important, extrêmement sérieux entre l'Espagne et le Maroc, rapprochement économique. Il y avait reconnaissance du Sahara occidental comme étant un territoire marocain par l'Espagne, ce qui évidemment
évidemment a conduit à une tension entre Alger et Madrid. On voit aujourd'hui un rapprochement économique extrêmement important entre les deux pays. Ils pensent même faire un tunnel ou un pont entre les deux pays qui relierait donc l'Afrique à l'Europe. Et je pense que Alger a voulu rééquilibrer ses rapports entre Afrique du Nord et espace ibérique en allant justement vers le Portugal, en essayant d'avoir des rapports avec ce pays, éventuellement d'augmenter la part du gaz fourni à ce pays, qui est déjà une part assez importante, mais aussi trouver d'autres axes de travail, notamment au niveau économique, mais aussi au niveau politique. Je pense que ça s'inscrit beaucoup plus dans ce cadre-là, plutôt que dans le cadre aujourd'hui de la guerre russo-ukrainienne qui influe les rapports mondiaux aujourd'hui. Mais par rapport à votre question, il est évident que la position de l'Algérie, soit en termes politiques, en se solidarisant avec Moscou, soit en termes d'achat, de la poursuite d'achat de matériel militaire important, notamment au niveau de l'aviation, si évidemment ça se poursuit, il est évident que l'Algérie pourrait avoir des soucis à se faire du côté américain, mais pas seulement, mais aussi au niveau européen. Donc aujourd'hui, l'Algérie marche sur des œufs, et c'est pour cela que elle gère sa politique à la petite semaine, et qu'il n'y a pas, étant donné les différents lobbies que j'ai cités tout à l'heure, il n'y a pas une feuille de route claire. On a vu même par rapport à la Ligue arabe comment l'Algérie a été complètement marginalisée, exclue, humiliée. Et donc, et puis l'importance que prend de plus en plus le Maroc et Israël au sein de l'Union africaine. Donc l'Algérie a un espace de plus en plus réduit et elle ne sait pas trop où donner de la tête. Mais c'est la faute de qui très rapidement, Hassan Hirej, je dois donner la parole à Mahmoud Sanhaji. C'est la faute de qui Est-ce que aussi on fait confiance à l'Algérie par rapport donc à cette diplomatie, à cet enjeu géopolitique quand on voit ce qui se passe à l'intérieur? Je pense que la faute n'appartient pas à une personne ou à des personnes précises, mais c'est surtout un système qui a été élaboré depuis notamment l'arrivée au pouvoir par le coup d'État de Boumedienne, où il a mis l'armée au pouvoir, la police aussi, mais particulièrement les services de renseignement au pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, il y a un engrenage qui s'est produit de plus en plus, il y a une escalade, et donc on ne sait pas trop. Au moment même, il y avait une ouverture en 89, on a vu comment ça s'est passé. Il y a eu un retour complètement de bâton, et donc un changement radical au niveau de la situation politique. Ils ont fermé complètement l'espace politique aux civils. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une configuration qui remonte plutôt à la période boumedienne, et donc on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller. Moi, je pense que si ça continue comme ça, l'Algérie va subir malheureusement le sort qu'ont subi les pays comme la Birmanie, comme la Russie, comme l'Irak, comme la Syrie, comme le Soudan, le Burkina Faso, et le Mali, etc., où l'armée justement s'est immiscée dans les affaires politique, sans vraiment une feuille de route, sans une perspective réelle. Donc on va dire qu'une société démocratisée les gêne beaucoup, parce qu'on mettrait les affaires évidemment en surface. À la limite, ils encourageraient beaucoup plus une société islamique. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, évidemment, ils peuvent faire de la surenchère, faire de l'école encore plus islamique, les médias encore plus islamiques, l'idéologie encore plus islamique. C'est-à-dire que le pouvoir peut faire de la surenchère au niveau de l'islamisation de la société, mais il ne peut pas faire de la surenchère au niveau de la démocratisation de la société, d'où justement ce genre de décision un peu intempestive et totalement incompréhensible par rapport à ceux qui suivent l'actualité au niveau mondial. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hirej. Si Mahmoud, je vais revenir à vous, bien sûr. On ne sait pas où cette Algérie est en train de se diriger.
Bien sûr, les observateurs parlent de beaucoup d'échecs, surtout sur la politique internationale ou la diplomatie, mais aussi comment peut-on parler de diplomatie quand on observe ce qui se passe à l'intérieur et ça devient très inquiétant et on peut dire qu'on n'est jamais arrivé à une telle situation, Si Mahmoud. Certes, ça il faut le reconnaître que nous vivons une situation unique et dramatique dans notre histoire. Ce qu'il faut comprendre aussi que ce pouvoir-là n'a aucune légitimité. Il s'est imposé par légitimité historique, alors que l'armée des frontières n'a jamais participé à la guerre de libération. Il n'a pas de légitimité politique parce que les élections ont toujours été truquées. Et maintenant, il a perdu même la légitimité morale. Il n'a aucune moralité parce que la culture militaire, c'est une culture de spoliation. C'est une culture destructrice et elle a profondément ruiné le pays. En 1962, l'Algérie fut indépendante, certes, mais on a failli dans la construction de l'État national. Et cette construction, elle a été volée depuis 1962 lorsque l'armée s'est imposée par la force. Et depuis ce jour-là, c'est la force qui gère. Et la force, lorsque elle s'impose et elle redevient le seul acteur politique, donc elle dérive et elle redevient mafieuse, et elle redevient criminelle, et elle ne s'occupe réellement que de ses intérêts. C'est que la culture militaire n'est jamais une culture d'édification. Elle n'a rien construit, elle a détruit tout un pays, et maintenant, elle représente sur le plan national et sur le plan international une véritable menace. Pour moi, ce pouvoir-là est une menace réelle pour l'intégrité du territoire algérien, pour l'unité du peuple algérien et pour la dignité du peuple algérien. Donc, la radicalité de l'opposition pour un changement radical, elle s'impose d'elle-même. Si on n'arrive pas à créer une véritable alternative en s'organisant autour des figures politiques nationales qui portent l'espoir et portent la dynamique sociale, l'Algérie telle que nous la vivons maintenant, on ne peut pas la retrouver. Elle peut disparaître comme ont disparu la Syrie, l'Irak, sans oublier ceci, que dans l'échiquier, surtout du monde arabe, tous les pays dont la colonne vertébrale fut l'armée ont disparu. La Libye, la Syrie et l'Irak. L'Algérie, elle fait partie réellement de cet échiquier qui peut réellement, si réellement, Si Mahmoud, comment peut-on faire face à cette machine l'existence de l'Algérie en question devant ce pouvoir-là, parce que c'est un pouvoir antinational. Pour moi, la politique de la terre brûlée telle qu'elle a été faite par l'OS, elle est toujours présente parce que la même mentalité coloniale, elle se retrouve dans cette mentalité militaire. La culture militaire est l'héritière de la mentalité coloniale. On n'est pas encore sorti de la même vision. Le mépris dans lequel vivait l'Algérien au temps de la colonisation, on le vit maintenant. L'Algérien se sentait étranger pendant la colonisation chez lui, ils se sont étrangers maintenant. 10 millions d'Algériens qui fuient. L'exil, l'exode total. Donc, ce système-là, il représente une véritable menace maintenant pour l'intégrité territoriale et l'unité du peuple algérien. C'est pour cette raison que la radicalité de l'opposition pour un changement radical, elle s'impose d'elle-même. Et c'est pour cette raison que s'organiser redevient vital si nous voulons sauvegarder l'Algérie dans le futur. Quand vous parlez du mot s'organiser, qu'est-ce que cela veut dire, Si Mahmoud? Mais aussi, vous avez parlé de la responsabilité du peuple face à cette situation, face à cette menace. À un moment donné, il faut que le peuple se pose la question. Jusqu'à quand allons-nous admettre d'être gouvernés par des mafieux et par des voleurs? Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Nous sommes gouvernés par des mafieux. Lorsque le peuple algérien a dit « Mukhabarat irhabiya », l'histoire, elle le démontre maintenant que le DRS, les services de sécurité, sont des services criminels parce que tout ce qui les intéresse, c'est de sauvegarder un système mafieux dont les intérêts ne servent que des clans, ils ne servent pas le peuple. Regardez les grandes figures politiques. Lorsqu'on a assassiné Missili, pourquoi on l'a assassiné? Parce que c'est une personnalité consensuelle qui voulait unir toutes les forces démocratiques à l'époque-là. Donc, on tue une figure politique parce qu'elle est consensuelle. Toutes les figures politiques réellement qui pouvaient porter l'espoir d'un peuple,
on les élimine. Donc on est face réellement à une boîte noire. On ne sait même pas qui décide et qui gouverne. On est toujours face à une forme d'opacité. Et jusqu'à quand, autant qu'Algériens, avec toutes les capacités que nous avons, on a de tout, des intellectuels, on a tout ce qu'il faut, des forces vives. Qu'est-ce que ce pouvoir est en train de faire? Il est en train d'affaiblir l'Algérie. Il a vidé l'Algérie de sa sève, de ses enfants, de toutes ses capacités. Que sommes-nous devenus dans l'histoire? Si on pose une simple question à l'Algérie, qu'avons-nous fait de notre indépendance? Où sommes-nous arrivés? On n'est même pas capable d'assurer la sécurité alimentaire à nos enfants et à nos familles. On est devenus quoi? Des clandestins. Et plus des clandestins dans l'histoire. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons fait de notre indépendance? Même le capital historique, symbolique qui existait pendant la guerre de libération, on est en train réellement de le faire. Qui sommes-nous devenus dans l'histoire? Quelle est notre place dans l'histoire? Et autant qu'Algériens, avec toute la symbolique réellement de la révolution, nous sommes les héritiers de l'esprit révolutionnaire. Est-ce que l'esprit révolutionnaire existe maintenant? Comment? Par exemple, nous, les héritiers de cet esprit révolutionnaire, de cette terre bénie, où réellement des millions de morts dans toute notre histoire, et depuis 62 aussi, comment pouvons-nous accepter d'être gouvernés par des voleurs, par des criminels, et par des gens qui ne portent pas l'amour du peuple dans leur cœur? On n'a jamais vu dans l'histoire un peuple aussi méprisé par sa classe politique que le peuple algérien. Ils s'en foutent, ils perdent du monde de ce que pense le peuple, de ce qu'il est. Tout ce qui les intéresse, comment ils sont regardés à l'extérieur. Si le regard porté de l'étranger, des instances internationales, sur l'Algérie qui les intéresse, mais ils ne s'intéressent jamais à ce que pense le peuple. Pour eux, le peuple, c'est leur propriété comme l'Algérie. Ils ont fait de l'Algérie une propriété. Que sommes-nous dans cette équation? C'est pour cette raison qu'il faut qu'on se pose la question à un moment donné de l'histoire. Où sommes-nous par rapport à cette équation, par rapport à un pays qui est dilapidé, qui est volé, qui est détruit, nos enfants qui meurent dans la mer? Où sommes-nous par rapport à tout ça et par rapport à notre histoire? Lorsqu'on se dit qu'on est des révolutionnaires, qu'on est des héritiers, qu'on est courageux, alors qu'on n'a jamais eu un président élu par le peuple. Pour moi, restez avec nous. C'est une question qui est très importante. Je vais la poser à Dr Noura Bekouche. La responsabilité du peuple, si on peut dire, et pourtant le peuple s'est soulevé en 2019 par millions. Vous avez même parlé que cette révolution, ce Hirak, a fragilisé le système. Mais aussi, où est l'élite, où est le peuple par rapport à tout ce qui se passe maintenant, Dr Noura Bekouche? Oui, c'est ça la question, hein, parce qu'on parle du système, mais le système n'aurait pas existé si en face il y avait un peuple à titre individuel, un peuple qui se laisse pas faire. Effectivement, je rejoins Mahmoud, et la question qu'on doit se poser chacun et collectivement: qui sommes-nous? Qui suis-je? Sommes-nous les héritiers de Ben Boulaïd, de l'Arbi Ben Mehidi, de Abben Ramdan, de tous ces valeureux de Et pourtant, Dr Noura Bekouche, pendant le Hirak, cette question n'a pas été posée. On a vu les Algériens s'unir sur cet idéal de changement de système, qu'il soit du côté de l'Est, ou là de l'Ouest, ou là du Nord, ou là du Sud. Les Algériens étaient unis dans leur combat pacifique, bien sûr. Oui, le Hirak depuis 2019, néanmoins, le peuple, il y avait les convaincus, il y avait ceux qui savaient pourquoi ils sont sortis, il y avait, il faut pas il faut bien il faut reconnaître aussi qu'il y avait de par cette masse populaire, il y avait ceux qui, c'est un effet, voilà, qui faisaient comme un peu tout le monde, mais il y a les courageux, il y a les lâches, c'est la société, hein, mais le peuple dans sa majorité, au fond de lui, forcément, il croit. Il est sorti par conviction, parce qu'il en avait ras-le-bol de ce système, et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le 5e mandat de Bouteflika. Néanmoins, si on revient un peu, comme je l'ai dit au départ, que ce soit on dit 5e mandat, le 5e mandat
pas été fait par Bouteflika, mais il a été fait par Tebboune. Donc, depuis notamment 62 ou depuis 65, c'est le énième mandat. Donc, peu importe la personne, même de demain, le sixième mandat ou le énième mandat, peu importe, c'est toujours le candidat du système. Jamais le peuple n'a eu l'occasion de choisir son président, la personne qui le représente. Jamais. Donc, on a une énorme part de responsabilité et ça, il faut qu'on soit conscient de cela. Ce pouvoir reste parce qu'on le laisse. C'est pas, voilà, la répression, il est vrai qu'elle est telle que c'est difficile. Néanmoins, l'avenir du pays, son intégrité territoriale, l'unité, comme l'a si bien dit Mahmoud, du peuple est menacée. Donc, qui sommes-nous et que faisons-nous? Donc, indépendamment du système, je pense qu'il faut qu'on se pose nous-mêmes la question et qu'on s'organise nous-mêmes parce que de toute façon, de par ce qu'on a depuis 2019, ce système ne veut pas, il n'y a aucun signal. D'ailleurs, peut-être je profite également et je pose s'il y a y a-t-il des sages au sommet de ce pouvoir décisionnel, y a-t-il des sages? L'avenir du pays, l'intégrité de l'Algérie est en danger. S'il y a des sages, eh ben qu'ils soient raisonnables et que voilà, ils ont spolié ce pays, détruit ce pays, que maintenant ils lâchent et ils laissent un peu ce peuple reprendre. Enfin, ils laissent la liberté, elle s'arrête, elle se donne pas. Donc, le responsable, c'est le peuple, le responsable, c'est nous. Très bien. Hassan Hirosh, la question, bien sûr, de l'élite, l'élite est absente par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce massacre, par rapport à ces dépassements. Elle est où cette élite? Mais aussi le peuple, si on peut dire. Le peuple qui est sorti en force en 2019. Comment peut-on lire cette situation? Est-ce qu'on peut dire seulement parce qu'il y a une répression inédite, Hassan Hirosh? Moi, je pense aussi bien le peuple algérien que les élites politiques algériennes, elles ont fait leur devoir. Je pense qu'il y a eu effectivement pendant 3 ans des manifestations, des propositions de sortie de crise, il y a eu des propositions même de refondation de l'État, il y a eu des propositions pour la décentralisation de l'État, pour changer les institutions, pour sortir de ce système justement militaro-politique, etc. Donc je pense que tout le monde a fait son devoir de ce côté-là. Sauf que, évidemment, il n'y a pas eu une oreille attentive. La seule réponse qui a été donnée à toutes ces initiatives extraordinaires, on a vu vraiment l'intelligence de l'Algérien. Je veux dire, il y avait espoir de perspective, espoir de changement, comme en 1989. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu de réponse positive à cela. Au contraire, on a fermé de plus en plus le champ politique et il y a une escalade, non seulement au niveau de cette fermeture, mais aussi maintenant au niveau de la répression. On sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus Hossein Ait Ahmed, il n'y a plus M. Mehri, Taleb Ibrahim marginalisé, Hamrouchi marginalisé, il reste qui? Il reste Karim Tabou, Ali Rdiri, Rbrab. On essaye par tous les moyens de les disqualifier de façon à ce que s'il y avait justement des élections présidentielles plus ou moins ouvertes, etc., semi-ouvertes, qu'il n'y ait pas de personnalité qui se présente, qui puisse cristalliser justement les revendications populaires. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité au niveau de la classe politique au pouvoir, parce que le pouvoir est tellement opaque qu'on ne sait pas qui est qui fait quoi, qui décide, etc. Quels sont les rapports de force au niveau de ces élites? Donc la seule solution, évidemment, c'est que les généraux, avec leurs officiers, puissent dialoguer, puissent s'entendre, puissent avoir une perspective de sortie de crise
puisse faire participer les élites politiques de ce pays. Donc, sinon, je ne vois pas d'autre solution, malheureusement. Le peuple algérien a fait son devoir. Il est sorti dans la rue, il a pris des risques, il a lancé des slogans qui sont de véritables points d'un programme politique à moyen et long terme. Les élites, encore une fois, politiques, universitaires, etc., elles ont fait leur devoir, elles ont fait des propositions, etc. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. La preuve, c'est que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui représente justement une incarnation d'une sortie de crise, une incarnation justement d'une politique possible pour l'Algérie, eh ben, on essaie de les disqualifier, on essaie de les bâillonner, on essaie de les arrêter, Merci Hassan Hirj, parce que le temps il nous presse. On va donner le mot de la fin très rapidement à Mahmoud Senhadji. Vous avez entendu Hassan Hirj, Mahmoud Senhadji, le peuple a fait son devoir, l'élite a fait son devoir aussi, très rapidement. Est-ce qu'on peut terminer cette émission avec, on peut dire, un espoir? Pour dire clairement que l'élite algérienne, on n'a pas une élite populaire. L'élite algérienne, c'est une élite de privilèges, comme cela existait pendant la colonisation. C'est une élite, moi je l'appelle l'Algérie des généraux. Ce qui manque réellement au peuple algérien, c'est une véritable élite populaire qui porte les préoccupations du peuple et qui prend conscience que ce pouvoir est un véritable danger pour le peuple. L'élite en Algérie, elle cohabite et elle vit et elle sert le pouvoir dans sa grande majorité, et c'est ça réellement qui fait défaut, et c'est ça le véritable problème, c'est que l'élite en Algérie ne porte pas le peuple dans son cœur comme l'armée des généraux, comme l'Algérie des généraux. Elle reste toujours avec une mentalité supérieure et elle ne vit pas pleinement ce que vit le peuple. Et c'est ça la grande dichotomie, c'est que la colère populaire, elle existe. Profondément, le peuple veut le changement. Dans ses profondeurs, c'est un mot populaire. C'est la philosophie du Hirak. Elle était dite par qui? Par un jeune homme de 33 ans qui porte la souffrance d'un peuple. Et c'est ça la vérité du peuple algérien. Il veut un changement radical. Qu'est-ce qui a manqué à ce peuple? Une élite populaire qui porte ses aspirations et qui veut, elle aussi, un changement radical et qui le met en pratique. Le peuple veut un changement radical. Il y a une faillite de l'élite algérienne qui vit, et c'est une élite de privilèges malheureusement, mais ce n'est pas une élite populaire. Barakallahu fik, c'est Mahmoud Senhadji. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie Mahmoud Senhadji, mais aussi Dr Noura Bekkouch. Je remercie aussi Dr Hassan Hirj qui était avec nous. Désolé, on n'a pas pu avoir Toufir Bilala, avocat de Karim Tabou. Je voulais juste terminer par ce message de condoléances de quelqu'un de la famille. Bien sûr, Rabbi Yarhamou Youssa Aleh, Nourdine El-Bahri, mais aussi un message particulier à sa maman, Nawiza, bien sûr, Rabbi Yarhamou Youssa Aleh, ou Ya'ti Sbar, Inch'Allah. La famille Tahoum, c'est quelqu'un que je connais particulièrement et que je voulais lui passer donc ce message de condoléances. Ya'tikum Saha, je vous retrouve demain, Inch'Allah.